Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Doc d'Histoire. Comme vous l'avez constaté, j'ai été absent pendant plusieurs semaines. J'ai un petit peu de difficulté en ce moment à trouver du temps pour cette chaîne YouTube. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de reprendre un rythme de diffusion plus ou moins régulier. J'espère pouvoir diffuser une vidéo au moins tous les mois, peut-être toutes les 2 semaines. Et aujourd'hui, nous allons revenir au tout début de la Troisième République à travers un événement souvent oublié, c'est l'échec de la Restauration de 1870, lorsque Henri comte de Chambord manque de peu de devenir Henri V de France. Et pour évoquer cet épisode, comme d'habitude, nous allons partir des documents d'époque. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît, si les vidéos de la chaîne vous plaisent. Vous m'encourageriez bien sûr à continuer. À présent, un petit rappel. En septembre 1870, les troupes françaises s'effondrent face aux armées allemandes, ce qui entraîne la fin du Second Empire. La France est vaincue, mais pour négocier, Bismarck souhaite avoir affaire à un gouvernement légitime. En février 1871, on organise donc des élections afin de constituer une assemblée nationale souveraine. Vous voyez ici une caricature de l'époque qui est signée Pilotel et qui est parue dans son journal La Caricature à la date du 18 février 1871. Pour information, Pilotel est un caricaturiste d'extrême gauche qui participera ensuite à la Commune de Paris. Vous lisez le titre, le vote de Paris. Sous-entendu, le vote de Paris aux élections législatives de 1871. Et sous-entendu aussi, ce vote de Paris est différent du vote du reste de la France. Sur cette caricature, Pilotel a représenté les élus parisiens, qui, dans leur immense majorité, sont des républicains intransigeants et qui sont aussi d'ailleurs pour la continuation de la guerre. On reconnaît en particulier Victor Hugo et Gambetta, ainsi que Garibaldi. Et on a deux personnages qui se détachent, ici, vous lisez leur nom en dessous, Benoît Malon et Henri Tolin. Regardez le bras particulièrement musculeux de Malon. Je suppose que Pilotel a dessiné ce bras musculeux pour montrer que Malon est en fait un ancien ouvrier qui, comme Henri Tolin, s'est lancé avec succès dans la politique. Et maintenant, vous voyez que ces deux ouvriers qui se sont lancés dans la politique portent un drapeau rouge, République sociale. Ces élus républicains de Paris se rendent à l'Assemblée nationale pour y siéger et ils sont accueillis par ce garde qui a une baïonnette quelque peu agressive. Parce qu'effectivement, les républicains ont été complètement balayés lors de ces élections. Et justement, Paris fait exception, c'est d'ailleurs l'une des causes de la Commune, c'est cette différence de vote entre Paris et les campagnes qui, elles, ont voté majoritairement pour la monarchie. Dans la nouvelle Assemblée, on trouve ainsi 20 bonapartistes, 38 radicaux intransigeants, 72 conservateurs libéraux, 112 républicains modérés et 396 monarchistes. Donc sur 638 sièges, les monarchistes en remportent 396, ce qui leur donne la majorité absolue. Et vous voyez que le garde qui accueille ici les républicains de Paris, qui vivent socialistes. Et donc, dans cette France de 1871, eh bien, on s'attend à une restauration de la monarchie. Néanmoins, ce parti monarchiste présente plusieurs faiblesses. Et la plus importante de ces faiblesses, c'est cette division. Voici une nouvelle caricature de cette période, qui porte le titre « La revue des prétendants ». Et ces prétendants se présentent devant le vrai vainqueur des élections, qui est Adolphe Thiers, qui fait alors son grand retour sur le devant de la scène politique. Il a été élu dans 26 départements parce qu'à cette époque-là, on avait le droit de se présenter dans plusieurs départements et ensuite on choisissait le département qu'on souhaitait réellement représenter. Vous lisez sous le personnage Adolphe l'exécutif parce que Adolphe Thiers a été élu par l'Assemblée à la tête du pouvoir exécutif. Qui se présente devant lui? Le premier, c'est le comte de Paris, autrement dit le chef du parti orléaniste. Petit rappel, en France, deux branches de la famille Bourbon ont régné. La première branche, c'est celle de Charles X, qui a donc pris la succession de Louis XVIII et qui a été chassé du pouvoir lors des Trois Glorieuses en 1830. La seconde branche n'a occupé ce trône qu'entre 1830 et 1848 avec le roi Louis-Philippe, c'est la branche des Orléans. Et Louis d'Orléans, comte de Paris, est premier de nos prétendants et donc le petit-fils de Louis-Philippe. Et ce sont les orléanistes qui ont obtenu le plus de sièges lors des élections de 1871. Viennent ensuite
le père Badingue et le petit Badingue. Donc Napoléon III et son fils. Napoléon III semble bien mal en point sur cette image. Notez que la déchéance officielle de Napoléon III n'est votée que le 1er mars 1871. Donc à la date des élections, il est encore empereur. Mais c'est un empereur qui est en captivité en Allemagne. Il est libéré dans le courant du mois de mars et il part alors en Angleterre où il tente de préparer ce retour au pouvoir. Sauf qu'il meurt le 9 janvier 1873 et son fils, lui, est en Angleterre depuis 1870. Il est encore trop jeune pour jouer un véritable rôle. Personnage suivant, Plomplon. C'est un autre Bonaparte, c'est Napoléon Jérôme Bonaparte, le fils de Jérôme Bonaparte qui était le frère de Napoléon Ier. Mais Plomplon n'a pas de réelle chance de parvenir au pouvoir. Celui qui a failli parvenir, c'est le dernier qui apparaît sur notre caricature, le comte de Chambord. Henri, comte de Chambord, est le petit-fils de Charles X. Il est donc celui vers qui se tournent les légitimistes qui souhaitent voir revenir au pouvoir la branche aînée des Bourbons. Problème, les légitimistes arrivent seulement deuxième aux élections avec 182 sièges et pire que tout, les premiers sont les orléanistes avec donc 214 sièges. On va voir une autre caricature sur le même thème avec cette fois un Aldoftière qui est un peu plus lascif et qui reçoit les prétendants. On a également ajouté le comte d'Aumale et son frère le prince de Joinville. Tous deux sont des fils de Louis-Philippe, donc ils pourraient prétendre jouer un rôle. On s'aperçoit ainsi que le parti monarchiste est gravement divisé, puisqu'on a les deux branches qui s'affrontent, et même au sein de la branche orléaniste, eh bien, on a plusieurs prétendants. Donc, pour aboutir à une restauration, eh bien, il va falloir trouver un compromis. On a peu de temps pour arriver parce que l'Assemblée ne souhaite travailler sur la nouvelle constitution qu'après le départ des troupes allemandes. Pour information, Henri de Chambord est certes légitimiste, mais il n'est pas intransigeant. Il ne soutient pas, par exemple, un retour à la monarchie absolue comme avait pu le souhaiter son grand-père Charles X. Il est également prêt à accepter notamment que l'Assemblée se dote d'une constitution, alors qu'en 1814, par exemple, la constitution avait été octroyée par le roi Louis XVIII. Il prône par ailleurs des mesures sociales avancées en faveur du monde ouvrier et certains historiens vont jusqu'à penser que c'est la nature sociale de la royauté d'Henri de Chambord qui l'aurait éloigné du trône, les bourgeois n'étant pas prêts à en entendre parler. Bref, Henri de Chambord est prêt à beaucoup de compromis, mais il a deux problèmes. Tout d'abord, pour lui, les Orléans ont usurpé le trône en 1830 et en plus, Louis-Philippe d'Orléans a voté la mort de Louis XVI en 1793. Donc, les Orléans lui apparaissent comme des traîtres et comme des ennemis irréconciliables. Et en plus, Henri de Chambord veut bien accepter beaucoup de choses, mais pas le drapeau tricolore. Il tient absolument au drapeau blanc de la royauté. Et en mai et en juin 1871, il fait publier une lettre, puis un manifeste dans ce sens. On ne connaît un peu tous les termes qui sont « Je ne laisserai pas arracher de mes mains l'étendard d'Henri IV, de François Ier et de Jeanne d'Arc ». Ce manifeste est moqué dans cette caricature que vous voyez ici, manifeste du comte de Chambord. On peut lire tout en haut, sur l'air de Fualdès. La complainte de Fualdès est une chanson populaire de l'époque, donc le texte de cette caricature est une chanson qui a pour but de ridiculiser Henri de Chambord. Vous voyez l'illustration, c'est Henri de Chambord lui-même qui chante pour s'adresser aux Français. On ne va pas regarder toutes les vignettes, évidemment. Au début de la chanson, on rappelle le passé du comte de Chambord, sa fuite de France en 1830 dans les bagages de Charles X, et le fait que depuis 1830, Henri de Chambord a toujours résidé à l'étranger. Autrement dit, on ne connaît pas réellement en France et lui-même ne connaît pas réellement la France. Après, on trouve une attaque dont on aurait peut-être pu se passer. Quoi qu'en ait dit la critique, je suis de la race des Bourbons. Vous voyez mon triple menton, mon ventre rond comme une barrique. Comme eux, j'ai le nez crochu. Comme eux, j'ai les pieds qui puent. On l'accuse de chercher à profiter de la situation sans avoir rien fait auparavant pour protéger le pays, ce qui n'est pas tout à fait exact parce que Henri de Chambord a réellement cherché à s'enrôler en 1870 au début de la guerre contre la Prusse contre l'Allemagne. On lui reproche aussi de vouloir ramener tous les vieux oripeaux de l'Ancien Régime qui sont les jésuites, la dîme, la noblesse. Donc ce texte ici, on se rend compte, il est profondément républicain évidemment et il dénote de la peur qu'on a dans les milieux républicains à Paris d'un retour de la monarchie. Toutefois, les déclarations d'Henri de Chambord sur le drapeau tricolore ont éloigné de lui tous ceux qui auraient éventuellement pu s'accommoder d'une royauté constitutionnelle, mais aussi même certains monarchistes qui déplorent
qui déplore en fait une forme d'intransigeance. Il faut dire que les légitimistes eux-mêmes, eh bien, comme on l'a dit, ils ne connaissent pas Henri de Chambord parce qu'Henri de Chambord n'a jamais vécu en France, il ne les a jamais rencontrés. Et eux-mêmes se méfient de lui et beaucoup préféreraient, en réalité, qu'il meure très rapidement pour qu'on puisse trouver une autre solution. L'affaire du drapeau, non seulement fait craindre une volonté de nier l'héritage de la Révolution, mais elle cristallise aussi donc ces tensions au sein du parti monarchiste, d'autant que le comte de Paris lui a clamé haut et fort son attachement au drapeau bleu-blanc-rouge. En outre, eh bien, il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces symboles, parce que rappelons par exemple qu'en Angleterre, eh bien, le pays a son drapeau blanc à Croix-Rouge, tandis que la maison du Windsor a conservé son propre étendard. On aurait pu éventuellement songer à une même solution pour la France. Il y a aussi autre chose qui apparaît à travers cette caricature, c'est l'habitude du comte de Chambord de s'exprimer par voie écrite, alors que les républicains sont avant tout des ténors qui sont capables de grands discours et de réparties, comme par exemple Gambetta. En revanche, je n'ai trouvé aucune trace d'un discours du comte de Chambord. Dernière vignette que nous pouvons regarder. Pour régénérer la France, j'amène toute ma maison une vingtaine de Bourbons de la plus belle espérance, les fils du roi citoyen qui me traita comme un chien. Le roi citoyen, c'est Louis-Philippe, dont le mariage, en effet, était prolifique puisqu'elle a eu 10 enfants de son épouse. Donc si Henri de Chambord est suivi des Orléanistes, c'est qu'effectivement, il y a eu une réconciliation, en dépit de toute l'animosité qu'ils pouvaient éprouver contre eux. Cette réconciliation est intervenue en 1873 pour une bonne raison. Le comte de Chambord, n'ayant pas d'enfants, eh bien, le comte de Paris est devenu son héritier. Donc, tous les monarchistes sont réconciliés, tous les monarchistes seraient d'accord. Le comte de Chambord pourrait devenir roi, il mourrait avec un peu de chance assez vite, et le comte de Paris le remplacerait donc à la tête du royaume. À partir de cette réconciliation de 1873, eh bien, il n'y a plus que la question du drapeau à régler. Les monarchistes sont unis derrière le futur Henri V. Il suffit qu'il accepte le drapeau bleu-blanc-rouge. Tout ira bien, tout va bien. Un simple compromis de plus, ou au moins un doute sur ce que ferait Henri de Chambord à ce sujet, et la question serait réglée. Vous voyez ici une carte postale imprimée à cette époque. On perçoit tout de suite une grande différence entre la communication du camp républicain et celle du camp monarchiste. On a vraiment ici tout le décorum classique de l'Ancien Régime, avec notamment Henri de Chambord qui pose sur un trône. Il est déjà ici Henri V sur cette carte postale. Au-dessus de lui, on reconnaît ses armoiries, et à l'arrière-plan, on reconnaît aussi l'ancêtre auquel il s'identifie le plus, qui est Henri IV. C'est un peu étrange étant donné qu'Henri IV est surtout un homme de compromis. À gauche, quelques femmes en style classique qui portent le glaive du roi, ce glaive qui protège le peuple, qui porte aussi la balance de la justice, ainsi qu'un document, on peut lire la loi et un autre, la charte. Le roi garantit la loi, mais il met aussi en avant la charte constitutionnelle octroyée donc par Louis XVIII. Les enfants au premier plan représentent, je pense, les arts, les sciences et l'éducation en général. Et à gauche, on a un groupe qui apporte divers symboles au nouveau roi, le globe crucigère, le sceptre, une croix chrétienne, une corde d'abondance, etc. Et puis enfin, donc, cet étendard blanc que Henri V ne peut décidément se résoudre à abandonner. Autre documentation émanant du comte de Chambord, c'est cette affiche. Celle-ci met en avant la gloire des rois de France, qu'elle met en contraste avec la défaite de Napoléon III et la perte de l'Alsace-Lorraine. Parce qu'il faut le dire, le drapeau tricolore, c'est bien sûr le drapeau d'Austerlitz et de Iéna, mais c'est également le drapeau de Waterloo et de Sedan. Il ne porte pas que des bons souvenirs, en particulier pour la famille d'Henri de Bourbon. Bref, en 1873, comme je le disais, il ne reste plus qu'un point réglé, c'est ce drapeau. Les légitimistes et les orléanistes se sont alliés, ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, donc ça va le faire. On envoie une délégation à Henri de Chambord. Cette délégation est menée par un bourgeois, Chênelon, et il rencontre le prétendant à Salzbourg parce que Henri de Chambord a commis l'erreur de ne pas rester en France. Certes, le séjour lui était interdit, mais personne ne l'aurait arrêté, et quand on se tient loin du jeu, on finit toujours par le perdre. L'entrevue a lieu le 14 octobre 1873. On présente un projet de constitution à Henri de Chambord qu'il accepte, et on obtient de sa part des propos un petit peu ambigus sur le drapeau tricolore. Chênelon revient tout content, il se dit que cette fois c'est bon, rien ne devrait pouvoir empêcher la restauration. On commence même à préparer l'entrée d'Henri de Chambord dans sa bonne ville de Paris, quand tout à coup, patatras, Henri fait publier dans le journal légitimiste
une lettre dans laquelle il réitère son attachement au drapeau blanc. Qu'est-ce qui lui a pris? C'est difficile à dire. Peut-être a-t-il pensé qu'il avait gagné la partie et qu'il n'était plus temps de faire des concessions, sauf que dès ce moment, eh bien, le parti légitimiste va petit à petit se décomposer. Il faut dire que même au sein de ce parti légitimiste, en réalité, on n'aime pas Henri de Chambord, on n'aime pas sa personnalité, on se méfie de lui. Et l'affaire du drapeau, c'est plus qu'une question de symbole. Refuser le drapeau tricolore, c'est d'une part montrer que le prétendant ne connaît pas réellement le pays, et d'autre part, c'est aussi montrer qu'il n'a pas la tête sur les épaules, qu'il n'est même pas capable d'accepter une concession symbolique comme celle-ci. Donc, voilà ce que nous rappelle cette caricature. Son auteur est François Matisse, qui est, comme le Pilotel, un caricaturiste de gauche, qui est relativement prolifique et qui a notamment travaillé pour le Charivari. Vous lisez le titre, Musée des souverains. Autrement dit, les personnages qui apparaissent ici appartiennent déjà au passé. Et en dessous, projet d'entrée triomphale d'Henri V dans sa bonne ville de Paris, NB, les habitants seront appelés à ratifier cette entrée quand le roi sera installé à l'hôtel de ville, qu'on se le dise. En un mot, on prépare déjà une nouvelle révolution. Et qui voit-on sur cette caricature? Adolphe Thiers, qui est mis dehors alors qu'il porte les clés de la ville. On a l'impression ici que ce sont les républicains qui ont expulsé Thiers. En réalité, ce sont les monarchistes qui l'ont mis en minorité au mois de mai 1873 dans le but de le remplacer par un monarchiste qui était MacMahon. On a un Henri de Chambord ridicule qui est monté à l'envers sur un âne et la ville de Paris qui l'attend avec des canons et une affiche « La liberté ou la mort ». Je vous rappelle que la ville de Paris a voté très majoritairement républicain en 1871 et que la commune a été écrasée au mois de mai de la même année 1871. Cette caricature, elle fait pendant à un autre événement, c'est l'entrée d'Henri IV dans Paris, sauf que Henri IV, lui, était allé jusqu'à changer de religion pour se faire accepter comme roi, tandis que son descendant, le comte de Chambord, ne parvient pas simplement à accepter un autre drapeau que le sien. Donc, après ce nouveau manifeste du comte de Chambord, les monarchistes vont se dire que décidément on ne peut pas compter sur lui, et ils vont décider de jouer la montre. On va laisser MacMahon à la présidence et tout simplement, on va attendre la mort d'Henri V pour que le comte de Paris puisse accéder au trône. Sauf que Henri de Chambord aura la mauvaise idée de vivre encore 10 ans et quand il s'éteindra en 1883, la République sera solidement installée en France. On a du mal maintenant à concevoir que la monarchie a réellement eu l'occasion de faire ce retour en France à la faveur de la fin du Second Empire et que finalement, c'est presque uniquement du fait d'un seul homme qu'elle est allée à l'échec. Or toutefois, il est difficile de dire maintenant ce que cette restauration aurait changé dans le destin du pays et si cette restauration aurait finalement duré. Parce que la caricature que nous avons vue précédemment, eh bien, laissait présager bien des difficultés. Ce numéro de Doc d'Histoire touche à sa fin et je vous rappelle à nouveau que vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Je vais essayer, comme promis, de diffuser de nouvelles vidéos toutes les 2 semaines et dans tous les cas tous les mois. Et je vous remercie d'avoir regardé ce numéro de Doc d'Histoire jusqu'à la fin.